Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau d'Al-Mouatine Monsieur Émir Kir, qui est député fédéral et bourgmestre de la commune de Saint-Josse. Monsieur Émir Kir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Avant de commencer nos questions et d'entamer notre entretien, la politique, est-ce que c'était un choix pour vous ou c'est un hasard? Qu'est-ce qui vous a poussé justement en fait, à faire de la politique? Alors, je répondrai de deux manières. D'abord, la politique dans le sens être utile pour les gens, ça c'était l'éducation qu'on a reçue à la maison. Mon papa était particulièrement éclairant pour nous. Il ne souhaitait pas qu'on passe nos vies simplement en s'occupant de nos familles, qui était pour lui la priorité aussi, mais il pensait qu'on devait aussi avoir une attention vis-à-vis de la société en général. Et puis l'engagement politique, je dirais, j'ai été membre très vite dans les années 94-95 de la section socialiste de Saint-Josse, à l'invitation de Guy Cudel, qui a été, je dirais, notre grand bourgmestre de la commune. Après son décès, après le décès de plusieurs cadres politiques socialistes, il y a eu un encouragement de la part de militants et de beaucoup d'habitants qui m'ont demandé d'y aller. Au départ, c'était pas du tout mon attente, parce que j'étais très content de ce que je faisais. Mais devant autant d'encouragement, je l'ai fait et j'espérais devenir conseiller communal. Mais très vite, j'ai fait un score important et je me suis retrouvé au collège. Ah, super. Étant député et bourgmestre, quelle est votre analyse de la situation, de la menace actuelle dirigée vers notre pays, la Belgique, la menace terroriste, bien sûr? Moi, je pense qu'il y a une menace réelle, mais je pense que, je dirais, l'origine de nos problèmes vient du Moyen-Orient. Je crois que on a promis à un moment donné la démocratie dans les pays arabes. Je pense à la Syrie ou encore à la Libye et d'autres. On avait appelé ça le printemps arabe. Il y a eu un fort engouement. Et puis finalement, aujourd'hui, quand on regarde la situation, elle est catastrophique. Il y a une organisation criminelle et terroriste qui sévit, pour laquelle je dois quand même dire qu'il y a eu beaucoup de mansuétude. Quand les gens allaient combattre l'armée de Assad, je ne vais pas dire qu'on les a aidés, mais on a peut-être un peu laissé faire ici et là, de beaucoup de pays comme le nôtre. Et puis à un moment, on a considéré qu'ils étaient dangereux. Et après les interventions aériennes, il y a eu les répliques de leur part. Et donc, on est dans quelque chose de larvé. J'ai bien peur que cette guerre en Syrie ne va pas durer quelques mois, mais plusieurs années. Il faudrait, je pense, sous l'égide de l'ONU, avec le Conseil de sécurité, une intervention au sol qui mette fin, je dirais, à ces massacres. Je pense au peuple syrien. Vous savez, quand 400 000 morts... 7 millions de réfugiés dans le monde, je pense qu'il faut être solidaire de cette situation. Et à côté de ça, évidemment, il faut prendre les mesures contre le terrorisme, mais il ne faut pas se tromper de cible. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'on se cache un peu derrière le terrorisme pour appliquer des politiques sécuritaires qui limitent nos libertés et qui portent atteinte aux droits des étrangers. C'est vraiment insupportable. Okay. Depuis que 4 personnes sont parties en Syrie, dans votre commune, vous avez décidé de mettre en place une cellule spéciale pour lutter contre le radicalisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en dire plus? Merci, c'est une question importante. Vous savez, dans ma commune, il y a pratiquement la moitié de la population qui est de culture et ou de confession musulmane. Et nous n'avons pratiquement pas de départ. Et nous avons très peu de problèmes de radicalisme violent. Dès le départ, en début de législature, j'ai souhaité que l'on décentralise nos acteurs sociaux et les acteurs de prévention dans tous les quartiers. Et nos maîtres mots sont l'écoute, le dialogue et la proximité. Que ce soit les travailleurs sociaux, les psychologues, les éducateurs de rue, les juristes. Je souhaite vraiment qu'avec tous nos intervenants de première ligne au niveau communal, on soit dans tous les quartiers proches de chaque situation. Il faut proposer à chaque jeune un projet de vie, que ce soit vers l'enseignement, que ce soit vers la recherche d'un travail, un projet. Et depuis qu'on a mis en place ce type de programme, il y a, je dirais, des résultats extrêmement positifs, puisque on a eu, et touchons du bois, aucune perquisition à Saint-Josse depuis ces affaires, aucune. Ça pourrait arriver, mais on n'en a eu aucune, ce qui démontre quand même que nous ne sommes pas un foyer premier, probablement parce que les recruteurs ont plus de difficultés à passer, parce que nos éducateurs, nos travailleurs sociaux font un travail formidable, avec les associations aussi, qui font un travail formidable. Et puis,
fondamentalement, j'ai voulu aussi éviter de donner à ma commune et à nos jeunes l'image du djihadisme. Et c'est pour ça que nous avons préféré valoriser les jeunes qui vivent dans ma commune. Et si vous le permettez, je voudrais citer un projet, qui est un projet exemplaire. C'est une enseignante qui s'appelle Sabia El-Yousfi, qui l'a monté avec ses collègues du lycée Guy Cudel, lycée communal. Ils ont voulu faire une pièce de théâtre avec les jeunes du lycée qui montre qu'au Moyen-Âge, les Arabes avec les Persans, avec les Turcs, mais aussi avec les Juifs, avec les chrétiens, ils étaient en avance au niveau de la science, au niveau du savoir. Et eux, leur seule réponse qu'ils avaient à l'obscurantisme, à l'arriérisme, c'était le savoir, c'était la connaissance. Et j'ai trouvé cette pièce exceptionnelle. Elle a été jouée par ces jeunes. Et finalement, en valorisant l'apprentissage, en valorisant la culture de chacun, on donne la meilleure réponse qu'on peut donner. Je pense qu'il est important aujourd'hui de dire à nos jeunes qui vivent dans nos quartiers que leurs aïeuls ont aussi quelque chose de très positif, un apport extraordinaire à notre vie moderne. Quand on sait que les Arabes ont pris les chiffres indiens, les ont analysés, enrichis et puis propagés dans le monde, on peut être fier d'être arabe, on peut être fier de participer à cette culture. Et donc, ce sont aussi des messages comme ceux-là qui apaisent et qui permettent, je dirais, d'approcher les questions autrement. Donc on ne part pas des problèmes. On préfère venir avec des projets positifs qui valorisent les jeunes, qui valorisent nos enseignants, qui valorisent aussi l'image de tout le monde et notamment de la commune. Et donc voilà, ça nous réussit assez bien et nous poursuivons dans cette direction parce que pour moi ce qui est important, c'est d'envoyer une image positive de la commune et surtout de ces jeunes. À côté du théâtre et de la culture d'une manière générale, vous avez aussi encouragé le sport et apparemment vous avez mis en place un système de chèque sport qui a commencé par 100 €, qui est devenu maintenant 200 €, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet ? Vous savez, quand on est devant la situation de la commune de Saint-Josse, quand j'ai repris les rênes du pouvoir avec la nouvelle majorité PS, SPA, CDH, et une majorité très unie, on était devant plusieurs contraintes. La première financière, on parlait d'une faillite éventuelle de la commune, de licenciement collectif et d'une mise sous tutelle de la région. Donc la situation était loin d'être facile. De l'autre côté, on a la population la plus pauvre de Belgique, on a la population la plus jeune de Belgique et la plus densément peuplée. Donc on a vraiment beaucoup d'habitants qui vivent dans le même toit. Et de l'autre côté, on a quand même une population qui est jeune, c'est un atout, beaucoup d'associations, beaucoup de centres culturels, et surtout la centralité de la commune, qui est un atout par ailleurs extrêmement important. Place Rogier, Botanique, Madou, je dirais on est extrêmement bien situé, c'est multimodal, le tram, le bus, le métro. Alors face à cela, ce que nous avons d'abord fait, c'est appliquer une discipline budgétaire pour éviter les problèmes financiers. Aujourd'hui, la situation de la commune était en bonne au compte en 2015. On a augmenté, je dirais, notre capacité à aller chercher de l'argent auprès de l'autorité régionale et fédérale. Et on a un taux d'exécution de projet qui est remarquable. On a beaucoup amélioré ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos dépenses reposent sur de l'argent que nous allons chercher à la région, dans les communautés, dans les crèches, dans les projets plus culturels. Et donc, tout cela nous a beaucoup aidés. D'un autre côté, il fallait aussi augmenter les taxes là où on peut aller les chercher. On a augmenté les taxes notamment dans les grands bureaux et aussi dans les grands hôtels, ce qui nous a permis d'avoir 2 850 000 € en plus à partir de 2015. Et donc après avoir équilibré le budget, on a commencé aussi à vouloir soulager la situation des familles. Et dans le cadre de cette volonté de plus de justice sociale, en fait Saint-Josse... c'est un projet qui est le contraire du gouvernement de Michel. Michel, qu'est-ce qu'il fait avec le MR et la NVA ? Il faut travailler plus pour gagner moins, donc travailler jusqu'à 67 ans, pas d'indexation des salaires, moins de remboursement au niveau des médicaments, des frais d'hospitalisation. C'est intenable sur le plan économique et social. Et nous, avec notre population modeste, nous avons toute une série de mesures pour soulager le budget des familles, en commençant évidemment par les enfants. Nous pensons que le sport est une autre école de la vie. Et on sait que dans nos quartiers, on adore le foot, le rugby, le basket, tous ces sports. Eh bien, pour les enfants de 4 à 18 ans, on avait commencé avec 100 €. On est maintenant à 200 €. Nous donnons 200 € pour leur permettre d'être inscrits dans un club sportif, même si ce club sportif n'est pas à Saint-Josse. On a même intégré la danse comme une activité sportive pour toucher un maximum de jeunes filles aussi. C'est génial.
Ces enfants, on ne les voit plus traîner. C'est généralisé sur toute la commune. Sur toute la commune. Nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 600 enfants, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, quand vous permettez à autant de centaines d'enfants de ne plus se retrouver dans la rue, d'être bien encadrés par des animateurs, des entraîneurs qui sont agréés, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, on s'est dit, on peut aller encore plus loin. À partir de l'année prochaine, l'année 2017-2018, on va aller à 250 €. Vous savez, si on pouvait rendre à Saint-Josse l'école gratuite, le sport gratuit, la culture gratuite, on le ferait. Je pense qu'il est essentiel, dans les milieux modestes, de faire en sorte que ces activités, où on apprend, on s'instruit, où on joue, où on acquiert la culture, ça gratuite, c'est ça l'alternative à la rue, à la délinquance, aux problèmes qui peuvent surgir de paresse, de désœuvrement social, de décrochage. Le radicalisme aussi. La lutte contre le radicalisme, mais vous savez, avant la lutte contre le radicalisme, c'est le décrochage scolaire, c'est le décrochage social. C'est ça la mère de tous les maux, que ce soit la délinquance ou le radicalisme. C'est tout faire pour que l'enfant soit bien suivi, et ça commence dès le plus jeune âge. Donc, on a effectivement mis en place les chèques sport, mais on a décidé aussi de multiplier, d'augmenter le nombre de crèches. Nous en avions 4. On en a inauguré une l'année passée. La 6e, 7e, ce sera dans un mois. Et la 8e l'année prochaine. On a quasi doublé le nombre de places. Pourquoi est-ce si important d'offrir des places en crèche pour les enfants? Pour mieux préparer les enfants à l'école maternelle, mais aussi de permettre à ces mamans, souvent, de pouvoir travailler ou de faire une formation, de faire des démarches dans leur ménage. C'est enrichir en réalité aussi la famille. Mais on ne s'est pas arrêté en bon chemin, parce que je pense que le soutien au ménage doit aussi aller plus loin. Oui. Depuis le 1er janvier 2017, avec le collège, nous avons aussi rendu toutes les garderies gratuites. Je dis bien toutes les garderies gratuites. Pour un enfant de Saint-Josse, aller à toutes les garderies coûtait 600 €. C'était déjà moins cher qu'ailleurs, mais ça coûtait quand même 600 €. En moyenne, il payait 300 à 400 €. Depuis, nous avons rendu ça gratuit. Là aussi, nous n'avons pas voulu aller dans la poche des familles. Et nous avons aussi fait un travail remarquable au niveau communal de mieux former les gardiens et les gardiennes qui travaillent là-bas, avec des formations qui sont prodiguées. Notre but, c'est quoi? C'est de toucher un maximum d'enfants. Encore une fois, une alternative au smartphone où on est isolé, une alternative à la rue. On veut utiliser des espaces qui existent. Vous savez, les écoles, elles sont chauffées. Eh bien, on propose dans ces garderies des activités d'instruction, mais aussi des activités de défoulement culturel, sportif. À chaque fois, c'est autant d'activités qui sont encadrées. Et les parents, évidemment, ont le loisir de pouvoir continuer à faire des démarches en matière de formation, d'emploi ou toute autre démarche. Et puis, toujours en matière d'aide aux habitants, nous avons aussi posé un geste fort avec tous les documents administratifs qui sont délivrés par l'état civil, la population, le service étranger, le service européen. Tous ces documents sont depuis le 1er janvier de l'année gratuits. 7 €, 10 €, 15 €, tout ça n'est plus à payer. À partir de janvier de 2017. 2017. Nous avons rendu tous ces documents gratuits. Pourquoi? De nouveau, moi je pense qu'à un moment donné, il faut avoir cette volonté d'aider réellement les gens. Vous savez, les discours sont beaux. On sait en tenir, nous, les politiques. Mais les actes, ils sont bien. On veut faire la différence. On veut montrer que face au MR, face à la NVA, il y a des alternatives possibles. Mais pas simplement dans les mots, concrètement. Et nous le faisons. Et ça nous permet, évidemment, de soulager, encore une fois, les budgets des ménages. Et j'oubliais, les documents d'identité sont tous sans prélèvement de redevance pour la commune. Un passeport qui coûtait 95 €, nous l'avons diminué à 65 €. Nous ne prenons plus un cent. De la même manière, pour la carte d'identité, nous prenons simplement que la partie que nous devons reverser à l'État fédéral, 17 €. Et le permis de conduire, qui est à 27 €, nous l'avons diminué à 20 €. En faisant tout un travail au niveau de nos recettes, au niveau de nos dépenses, nous nous sommes dégagés des marges budgétaires. Et ces marges budgétaires, nous les avons investies dans les équipements pour la population, dans des services supplémentaires et surtout dans la gratuité aussi. Parce qu'à chaque fois que nous n'allons pas chercher cet argent dans la poche des habitants, c'est de l'argent évidemment qui est permis de dépenser pour les enfants, pour les familles. Et c'est ça aussi qui est un peu le ciment de la politique que nous menons à Saint-Josse. Vous savez, c'est des actes et des aides réelles qui permettent à ces familles de mieux s'en sortir. Oui. Vous avez initié aussi la réduction du temps du travail. Je pense que vous avez mené un projet pilote. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est le grand projet qui nous occupe au niveau de nos fonctionnaires. Je pense que rien n'est inéluctable dans la vie. Il y a des gens qui travaillaient il y a encore un siècle 60 heures. Et quand la gauche disait à l'époque on doit arrêter d'exploiter les hommes et les femmes, il y avait les régressistes, les conservateurs, comme aujourd'hui, qui criaient au loup en disant « ça sera la fin de l'économie, on ne pourra pas s'en sortir ». De la même manière, pour les congés payés, on a eu le même débat. Et aujourd'hui, j'ai le débat. La motion a été adoptée au Conseil communal, on a été même rejoint par les écologistes, que je remercie, mais le MR a voté contre. Et là, je voudrais dire qu'il se trompe. Vous savez, il n'y a rien d'inéluctable dans la vie. Il est écrit nulle part que nous devons travailler 5 jours, absolument. On peut voir la vie autrement. Ce projet, idéalement, je voudrais l'imposer pour tout le monde, mais nous n'en avons pas les moyens. Et donc nous avons fait une étude, on a fait adopter une motion au Conseil communal au mois d'octobre, on en a parlé vers la fin de l'année avec les syndicats, et maintenant nous venons d'adopter ce projet. À partir du 1er janvier 2018, nous allons permettre aux travailleurs de travailler que un 4/5e temps. Et pour le 5e temps qui reste, nous allons engager prioritairement des jeunes qui sont sans emploi. Donc ceux qui vont travailler qu'un 5e temps vont maintenir leur salaire et les autres vont pouvoir venir travailler à leur place. C'est un budget de 900 000 € qui était indispensable. Pour ça, nous l'avons budgété. Et donc l'objectif que nous poursuivons ici, c'est de proposer aux travailleurs et aux travailleurs sans emploi, donc les chômeurs, une mesure qui peut permettre de parler à tout le monde, de répondre à tout le monde. À ceux qui sont au travail, de dire après 55 ans, vous allez pouvoir bénéficier de cette mesure si vous le souhaitez, et aux autres de venir travailler pour 16 heures. En Belgique, et à Bruxelles en particulier, nous avons plus de 700 000 postes d'emploi. Les politiques volontaristes de la région, avec Actiris, Bruxelles Formation, ont permis de réduire le chômage. Mais il reste encore un chômage structurel. Plus de 100 000. Plus de 90 000 chômeurs, effectivement. Et ce chômage structurel, nous n'arriverons pas à l'enrayer. La mesure que nous proposons, c'est des heures cash qui existent. Des heures qui existent dans notre administration que nous allons mettre à la disposition des demandeurs sans emploi, des chômeurs. Et c'est des vrais contrats de travail ou des contrats précaires? C'est des contrats de travail, des vrais contrats de travail. Évidemment que nous allons pouvoir bénéficier de mesures d'incitation au travail qui vont nous permettre d'alléger notre enveloppe. Et nous comptons aussi évidemment sur le soutien de la région. J'en ai parlé avec Rudy Vervoort qui pense que c'est un projet très positif. Et je salue également l'initiative qui a été prise par Fadila Lalanne et Didier Gozouin qui proposent de faire une étude pour l'agence Bruxelles Propreté, aussi du ministre socialiste de la Croix qui le propose dans l'administration wallonne. Je pense qu'aujourd'hui, pour enrayer le chômage, on doit multiplier des mesures. Celle-ci, elle permet à la fois de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle, et surtout d'avoir une attention pour les demandeurs d'emploi. En tout cas, Saint-Josse souhaite montrer l'exemplarité. Nous souhaitons montrer qu'il est possible de le faire dans une commune et nous le mettrons en œuvre à partir de l'année prochaine. J'ai l'impression que vous pensez un peu à tout le monde, donc les personnes qui travaillent, les enfants, pour tout ce qui est lié à... Et alors pour la question par exemple des sans-papiers, quelle est votre proposition par rapport à la régularisation des sans-papiers en Belgique, vu qu'il y a une demande quand même qui est énorme et qu'au jour d'aujourd'hui, les sans-papiers n'ont toujours pas de réponse claire par rapport à leur avenir ici en Belgique? Je dirais qu'il faut regarder dans le rétroviseur et voir un peu la Belgique, ce qu'elle est. La Belgique, au fond, est un pays qui s'est enrichi par sa diversité. C'est, au fond, 3 peuples différents qui ont construit cette Belgique. Un certain nombre de germaniques, d'allemands, des flamands et des francophones. Et aujourd'hui, il y a 3 grandes régions. Mais je pense que c'est la diversité qui enrichit la Belgique. Et l'immigration, à chaque fois, ces différentes vagues d'immigration ont permis l'enrichissement. Et donc, moi, je crois que l'immigration, à chaque fois, a apporté énormément à la Belgique. À la condition, évidemment, de bien les accueillir, de bien les intégrer. Donc, c'est pas, je dirais, une politique où tout est permis, évidemment.
Ici, en 74, il y a eu une grande vague de régularisation, à l'initiative d'ailleurs à un gouvernement avec un ministre de l'Emploi socialiste où ça avait très bien marché. Et puis on a eu en 2000 l'autre grande vague de régularisation, et puis une autre vague qui a été tentée en 2007, mais qui n'a pas porté ses fruits. Et ce dont vous parlez, ce sont un peu les déçus ou les désenchantés de cette régularisation. Et aujourd'hui, ils sont un peu sur le carreau. Mais je dirais la situation est tendue aujourd'hui dans notre pays. Et je pense que ce gouvernement est hostile vis-à-vis des sans-papiers, clairement. Pour ma part, je pense qu'il faudrait apporter des réponses humaines à des situations qui sont vécues sur le terrain. D'ailleurs, j'ai moi-même déposé un projet de loi avec le groupe socialiste pour la régularisation sur base médicale. Vous savez que depuis que ce gouvernement est là, les médecins ne voient même plus les malades et font des rapports qui ne sont pas, je dirais, de qualité, et ça conduit à des ordres de quitter le territoire par l'Office des étrangers. Ça ne va pas. J'ai déposé un projet de loi, et demain d'ailleurs nous commençons à auditionner l'Office des étrangers, les associations qui défendent les étrangers, parce que cette situation est intenable, parce qu'il y a réellement des gens qui sont gravement malades, qui mériteraient d'avoir des soins, un accompagnement sanitaire et social, et qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité d'être, je dirais, reconnus dans cette réalité. Mais malheureusement, ce gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, est tout à fait hostile aux sans-papiers. Il y a eu, il y a quelques jours, une sorte d'altercation au Parlement, justement avec le ministre Franken. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Écoutez, ce que je voudrais dire ici, et vous m'en donnez l'occasion, ce qui se passe est tout simplement abasourdissant. Franken tient un discours qui cache la réalité. Son discours est de dire « je lutte contre le terrorisme », alors qu'il n'est pas ministre de l'Intérieur. Et il y en a beaucoup qui se font avoir. Ce projet, si c'est un projet de lutte contre le terrorisme, il revient au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice de le porter. Et c'est la commission terrorisme qui devrait en parler. Pourquoi dans la commission terrorisme, vous avez la justice et l'intérieur? Non, c'est le ministre qui s'occupe de l'asile et des étrangers. En réalité, ce n'est pas un projet qui permet la lutte contre le terrorisme. C'est un projet qui va mettre à mal les étrangers, un projet contre les étrangers, qui porte atteinte fondamentalement aux droits des étrangers. Avec cette loi qui a été votée, et honte à tous ceux qui ont voté cette loi va permettre l'expulsion des étrangers sans procès, de manière arbitraire. Demain, tout qui est étranger, qu'il soit né en Belgique ou pas, qui porte en lui une menace à l'ordre public ou à la sécurité nationale, va pouvoir être expulsé. En commission des affaires intérieures, en séance plénière, à plusieurs reprises, j'ai posé la question comme d'autres parlementaires. Je dis, mais monsieur, qu'entendez-vous par indice sérieux pour expulser quelqu'un? Il a répondu, des gens qui ont été condamnés par la justice. Je dis, mais alors, retirez cette loi. Venons avec une loi qui dit clairement que c'est pour cette catégorie de situation. Ce qui est déjà la double peine. Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus non plus. Pourquoi? Pour moi, l'expulsion ne résout rien. Si quelqu'un est un danger pour la sécurité nationale, on doit l'arrêter. On doit le faire condamner. On doit le mettre en prison. C'est ça qui nous permet de nous protéger. Mais l'expulser, c'est quoi? Le mettre 100 km plus loin pour résoudre quel problème? On ne résout pas de problème. Et là, dans l'opinion publique, il a encore réussi à enfumer la situation. Il donne l'impression, en fait, qu'on lutte contre le terrorisme, contre les terroristes, et en réalité, la plupart des terroristes ne sont même pas étrangers, ils sont belges. Donc c'est bien la preuve, encore une fois, que son projet vise les étrangers. Et donc aujourd'hui, je suis évidemment plus qu'indigné. Je crois qu'il faut bien informer la population. Il faut nous mobiliser. J'ai eu des contacts avec les associations qui défendent les étrangers, avec la Ligue des droits de l'homme, avec le MRAX. Ils sont occupés évidemment à se mobiliser. Un recours va être introduit par les associations, tant francophones que néerlandophones, à la Cour de cassation contre cette loi qui est discriminante. Et il y aura une réponse évidemment que dans 18 mois, dans 2 ans. Mais que va-t-il se passer pendant cette période? Et donc, avec les associations et tous les démocrates de ce pays, tous les progressistes de ce pays, nous devons tous nous mobiliser. Il faut mettre la pression maximale sur ce gouvernement, sur Franken. Et je voudrais aussi dire que tous ceux qui sont derrière Franken et qui se cachent, le MR, le CDNV, l'OPNVLD, ils sont démasqués aujourd'hui. Franken est devant,
Il agite la peur, le terrorisme, et puis on fait passer des lois qui portent atteinte foncièrement aux droits des étrangers. Les étrangers, avec cette loi, deviennent des citoyens de seconde zone. Vous avez connu, tout comme moi, Nols et Jean Gaulle, qui proposaient de l'argent pour que les gens retournent dans leur pays. À côté, c'est rien hein, ce qu'a fait Gaulle. Hein. Ici, sur base de soupçons, d'indices sérieux, et quand on pose la question, on n'obtient pas de réponse. Et quand on a eu des échanges en commission intérieure, avec notamment des collègues écolos qui avaient aussi posé les questions, c'était Benoît Hillings, vous savez, c'est quoi, notamment la menace à l'ordre public? Être saoul sur la voie publique? Avoir participé à une manifestation? Travailler en noir? Enfin, c'est très, très large. Pas explicite. Mais c'est terrible. Demain, sur base d'un seul PV, vous risquez d'avoir de graves problèmes. J'ai été dans un avion un jour, il y a 22 mois. J'avais été témoin d'une situation qui était insupportable. La jeune nigérienne? Oui. Oui. Et vous savez, dans une vie, on est tous des êtres humains avant tout. À un moment donné, on a tous eu peur qu'on revive l'affaire Semira Adamo. On se levait comme un seul homme, comme je l'avais dit, pour demander que cesse cette violence qui s'exerçait sur cette femme. J'ai fait l'objet d'un procès verbal de la police aérienne. On a porté plainte contre vous. Les deux ministres ont porté plainte contre moi, en expliquant que j'avais porté, dans le PV, c'était ainsi, j'avais été actif dans la rébellion contre le rapatriement, que j'avais perturbé le bon fonctionnement, l'ordre public. J'ai eu la chance qu'à un moment donné, le parquet a été saisi. Un magistrat a été désigné. J'ai été auditionné par la même police aérienne, ce qui est quand même incroyable. C'est la police aérienne qui a fait un PV, c'est la même qui m'a interrogé. Bon. Ceci étant, j'ai pu démontrer, avec les témoignages, les preuves, qu'à aucun moment je n'ai été dans ce type d'action, qu'au contraire, on a voulu éviter le pire. D'après les informations qui ont circulé dans la presse, le parquet, au mois de mars 2016, a décidé de classer sans suite, et voilà. Mais moi, j'ai eu la chance à un moment donné que le parquet a été désigné. Mais l'étranger, lui, avec cette loi, il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de procès. Ça va être unilatéral. C'est inacceptable, inacceptable. Où est la séparation des pouvoirs? Comment est-ce que l'Office des étrangers peut, à lui tout seul, décider sur base de rapports qui viendraient d'une autorité ou d'une autre? Il n'y a pas que ça dans cette loi. Il y a la possibilité aussi, qui est donnée à l'Office des étrangers, de pouvoir disposer des documents dits classifiés. Donc les documents qui viennent de la sûreté de l'État. Or, ces documents, ils ne peuvent être saisis que par un parquet, donc un juge dans le cadre d'une enquête, ou dans le cadre du comité R. La loi permet aujourd'hui à l'Office des étrangers de pouvoir disposer des documents, de prendre une décision d'expulser un étranger, sans que l'étranger qui est incriminé ne puisse avoir accès à ces documents. L'arbitraire, c'est indigne d'un État démocratique. Et donc, l'ANVA et tout ce gouvernement aujourd'hui limite nos droits, limite les droits des étrangers. Et quand vous voyez ce qu'ils ont fait aussi en matière de secret professionnel par rapport aux travailleurs sociaux dans les CPS, ça dépasse l'entendement. Vous savez, ne nous voilons pas la face. Il faut les démasquer aujourd'hui, parce que ça suffit. Comme on dit en Belgique, trop ist veel. En fait, ils agitent le terrorisme et le radicalisme. Mais qu'ils agissent, nom d'un chien, et qu'ils trouvent des solutions. C'est pas nous qui avons diminué de 10% le personnel de la police, qui avons diminué de 20% les frais de fonctionnement, de 30% les frais d'investissement. Ils ont fait toutes ces économies, malgré le contexte terroriste. Ils ont dit après qu'ils mettaient 400 millions dans ces organes. On ne le voit pas. Demandez à la police s'ils ont assez. Demandez à la police fédérale, aux zones de police. Je suis bourgmestre, je le sais. Et après, évidemment, quand ils ne sont pas suffisamment, on ne donne pas les moyens à la justice, pas les moyens à la police de pouvoir agir correctement. On est dans un contexte, évidemment, à ce moment-là. On demande maintenant aux bourgmestres de fermer des établissements. On demande aux travailleurs sociaux de jouer le rôle d'indic. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on est rentré dans une phase de politique sécuritaire à tout crin. On est dans le sécuritaire à tout crin. Et il faut dénoncer ce contexte. Ça suffit de jeter l'opprobre sur tous les étrangers, de jeter l'opprobre sur tous les musulmans. À un moment donné, il y en a marre. Il faut arrêter maintenant. S'il y a quelqu'un
qui porte en lui les germes d'une menace par rapport à l'ordre public, mais qu'on l'arrête, hein. On est dans un état de droit. Mais sinon, hein, sur base de suspicion, tout qui est une menace à l'ordre public. Mais ça ne veut pas dire que c'est des preuves. Ça ne va pas. Et donc vraiment, je profite de l'occasion pour que cette information puisse être propagée. Si nous ne mettons pas toute la pression sur ce gouvernement et sur ces partis politiques, j'ai bien peur qu'il va y avoir des expulsions massives dans notre pays. Je pense que nous tous, quelles que soient les formations politiques, je m'adresse vraiment à tous les démocrates. Et je remercie, en dehors de mon parti, le Parti socialiste qui a voté contre, évidemment, cette loi, le SP à Groen et à Galef, de s'être opposé. Je regrette que les autres aient voté cette loi qui est vraiment honteuse, une loi qui relaye aux citoyens de seconde zone les étrangers. Elle fera date. Il faut tout faire aujourd'hui pour la casser, et j'espère que la Cour de cassation, sur base du travail qui sera fait par les avocats avec les associations, comprendront évidemment quelle erreur c'est d'avoir permis que cette loi existe, et surtout que la mobilisation se fasse sentir dans les prochaines heures. Une autre question qui inquiète les musulmans de Belgique, c'est la question de l'abattage rituel. Les musulmans ont peur justement de ne plus avoir le droit d'égorger leur mouton de la manière traditionnelle. Qu'est-ce que le PS pourrait faire en fait dans les mois à venir, etc., pour soutenir la volonté des musulmans de garder ce droit de pouvoir égorger leurs bêtes d'une manière classique comme ils l'ont fait depuis des années ici en Belgique? Dans ma commune, on a une plateforme des mosquées qui reprend 6 mosquées et nous dialoguons avec eux très régulièrement. D'ailleurs, on fait un travail important avec la commune pour les accompagner dans la reconnaissance des établissements mosquées. Ils doivent être reconnus comme tels. Ça permettra d'avoir une image, je dirais, vers l'extérieur avec l'agrément de la région. Je pense que c'est positif pour tout le monde. Et de l'autre côté, cette question a été au cœur de nos discussions. Donc actuellement, la manière dont c'est interprété en Flandre et en Wallonie, vous le savez, ils ont, tant du côté de la NVA qui était en charge du dossier que du ministre CDH en Wallonie, voilà, ils ne sont pas chauds à l'idée d'avoir des abattoirs temporaires. Si c'est le cas, ils le demandaient avec étourdissement. Du côté bruxellois, il y a eu une phase transitoire qui a permis de pouvoir continuer. Il y a 2 ans, malheureusement, comme les choses avaient tardé, il y a eu un boycott de la communauté bruxelloise musulmane en général. Et puis, l'année passée, il y a eu cette expérience avec une entreprise privée, et ça a été un échec retentissant. Aujourd'hui, la date de la prochaine fête est à cheval un peu juste début du mois de septembre à la fin août, et on sait qu'il y aura aussi une partie de la communauté qui aura une volonté de le faire dans le pays d'origine. On peut le comprendre pour des raisons que nous connaissons. Mais d'un autre côté, il y a une forte mobilisation encore dans les cercles religieux musulmans. J'ai rencontré très récemment toute une série de représentants. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est que les représentants de la communauté musulmane parlent d'une seule voix. Et je pense dès qu'ils auront, je dirais, défini leurs priorités, rencontrent au plus vite la région pour entamer le dialogue. Alors, pour le moment, la position qui est défendue par Bianca de Batz au niveau de la région bruxelloise, c'est de dire non à un abattoir provisoire s'il n'y a pas d'étourdissement. Évidemment, moi j'ai sondé les représentants de mes mosquées, c'est comme ça, ils n'en veulent pas. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une mobilisation. S'il n'y a pas un discours unique, une volonté commune, c'est difficile. Et donc, je crois qu'il faut attendre les prochaines heures, les prochaines semaines pour voir un peu ce qui va sortir des concertations qui ont lieu actuellement entre l'Union des mosquées, les plateformes des mosquées dans les communes. Sur un autre dossier que vous avez sur votre commune, celui de la traite des êtres humains, de la prostitution, vous avez mis en place, je pense, une nouvelle réglementation pour le suivi, la gestion de ce dossier. Quelles sont les nouvelles par rapport à ce dossier? Ben, c'est-à-dire que je vous remercie d'abord d'avoir présenté les choses de manière objective. Je n'ai jamais tenu des propos contre la prostitution. Je me suis toujours engagé avec la majorité et tous ceux qui nous ont suivis dans la lutte contre la traite humaine.
Et dès le moment où nous avons fait contrôler de manière systématique les carrés qui étaient présents dans le quartier nord, surtout entre la rue Verte et la rue Brabant, il était apparu clairement que nous étions en face de la traite humaine, puisque quand on faisait le contrôle, on trouvait très souvent des femmes africaines noires qui étaient exploitées par un réseau mafieux. Et ce travail nous a permis, pour la première fois, d'objectiver la situation sur le terrain. Alors, voilà, nous ne pouvons pas soutenir ce type d'initiative. C'est un quartier d'abord et avant tout d'habitation, avec des logements. Et donc ce que nous souhaitons, nous, c'est redonner, je dirais, la fonction habitation, qu'il y ait des commerces, mais nous n'acceptons pas ce type de situation. Et donc nous avons mis tout en œuvre au niveau communal, avec la zone de police et aussi le parquet. Donc il y a des dossiers qui sont en cours. Et maintenant, je remercie vraiment Rudy Vervoort d'avoir répondu à ma demande, puisque depuis le début de législature, j'ai été clair. Le quartier nord n'a pas fait l'objet d'une rénovation dans ses rues. Nous devons absolument rénover ce quartier et créer du logement de qualité pour les habitants. C'est un quartier qui est en souffrance. Nous avons obtenu maintenant un contrat régional de rénovation, Saint-Josse-Escarbeek, et nous allons utiliser massivement maintenant les moyens que nous avons là-bas pour acheter des biens et pour construire du logement. Nous voulons notamment construire suffisamment de logements pour aussi répondre aux nombreuses demandes que nous avons dans nos listes. Okay. C'est bientôt les élections 2018. Est-ce que la montée du PTB ne vous inquiète pas? Écoutez, moi, pas plus qu'autre chose. Moi, ce qui est pour moi le plus fondamental, c'est de travailler. Et donc à Saint-Josse, j'ai la chance d'avoir une majorité qui fait un travail au quotidien, des élus qui sont présents sur le terrain, des échevins qui sont très, très, très actifs. Non, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Pour moi, le plus important, c'est d'être utile et de servir au mieux la population. Donc nous, on est loin des élections, on continue à carburer et on essaye de faire en sorte qu'on puisse répondre à un maximum de situations et surtout rendre nos utopies, faire de nos utopies des réalités. Et on le fait à chaque fois. Vous savez, quand on est venu, on a dit on ne peut plus travailler au niveau de la propreté simplement de 8h30 à 15h30. À Saint-Josse, on travaille de 7h du matin à 8h du soir tous les jours. Et le samedi, dimanche, de midi à 20. On avait 200 corbeilles, on en a ajouté 160. On ne cesse dans tous les départements. Sans oublier, comme vous le disiez tout à l'heure, une partie de la population. Parce que pour nous, il n'y a pas de priorité parmi les catégories de population. Toutes sont importantes. On essaye à chaque fois de répondre aux besoins avec une vision qui soit partagé avec la population, avec des réunions très régulières, beaucoup de participation des habitants, beaucoup de concertation, parce que nous pensons qu'il est important que les habitants soient partie prenante dans toutes les opérations que nous menons. Donc, je suis loin encore de 2018, on est en 2017, il y a encore énormément de travaux à réaliser. Monsieur Kir, votre évaluation par rapport à ce gouvernement-ci, MR-NVA? Je dirais je pense que le MR essaye d'être très malin. En réalité, il utilise la NVA pour faire toutes ses politiques anti-étrangers. Et alors, il réalise son rêve. Son rêve, c'est de couper dans la sécurité sociale. Son rêve, c'est d'appauvrir les travailleurs, les pensionnés. Il est occupé à le réaliser. Donc, pour moi, c'est le gouvernement le plus antisocial, le plus anti-économique. Parce que vous savez, quand vous appauvrissez les travailleurs, les allocataires sociaux, les pensionnés, vous appauvrissez l'économie. Parce que si vous diminuez le pouvoir d'achat, rappelez-vous avec Elio Di Rupo, on baisse la TVA sur l'électricité pour que les gens payent moins la facture d'électricité et de gaz. Ici, la première chose qu'ils font, c'est d'augmenter la TVA. À chaque fois, on voit bien qu'ils ont diminué la charge qui pesait sur les plus riches de notre pays, le grand patronat. Regardez la lutte contre la fraude fiscale. Ils ont démantelé la cellule qui luttait contre la fraude fiscale. Et je tiens ici à rappeler l'excellent travail qui est fait par mon collègue Ahmed Laouache, qui dénonce très régulièrement toutes ces opérations stratégiques qui sont menées. On ne veut plus aller chercher de l'argent dans la fraude fiscale et dans ces milieux. Quand Di Rupo était au pouvoir, en 3 ans, on avait été chercher 7 milliards. Avec le gouvernement Michel, c'est 350 millions par an. Donc, ils ont vraiment fait peser toute la charge sur la population. Et donc,
pour moi, c'est plus qu'insuffisant. Je retiens très peu de choses, parce que finalement, que retenir de ce gouvernement non, je n'ai pas beaucoup de choses positives à relever. Alors, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. L'homme avec un grand H devrait savoir qu'il n'est pas éternel. Pour vous, Dieu est est quelque chose pour moi d'unique. Être un homme politique aujourd'hui, c'est c'est peut-être que pour certains c'est moins simple, etc. Mais c'est un honneur. La Belgique de demain sera avec nous au pouvoir, elle sera plus solidaire. Sans nous au pouvoir, elle sera beaucoup plus individuelle. Monsieur Emer Kir, député fédéral, bourgmestre de la commune de Saint-Josse, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames Merci et messieurs, infiniment. merci.